Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ravi d'être là aujourd'hui, invité par Innovo pour venir partager un peu ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché dans tout ce qui est go-to-market, développement de marché, acquisition de clients, spécifiquement dans le B2B. J'ai une présentation, les slides sont en anglais, mais je vais présenter en français de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de mots sur les slides, il y a aussi quelques démos, etc. Donc, merci d'être là, merci d'avoir bravé la chaleur. Et heureusement qu'on a quelques ventilateurs en plus pour s'aérer. Moi, je suis un poil enrhumé, ce qui est complètement anecdotique vu la température grâce à la clim. Donc voilà. Euh, donc, je me présente en deux mots. Donc, je m'appelle Dany Serron. Je suis associé dans l'entreprise Botte Secret. Donc, on est une société à Lausanne. Euh, on est spécialisé dans les sociétés B2B techniques, donc les sociétés industrielles et les sociétés technologiques principalement. On va dire notre public cible, c'est plutôt moyennes et grandes entreprises, sur ces enjeux justement de go-to-market, de croissance client, etc. On est une petite équipe basée au centre de Lausanne. Et on a été assez connu dans le milieu des sociétés industrielles et techniques B2B parce qu'on a édité un livre il y a plus d'un an et demi maintenant qui s'appelle la B2 Bible, qui est là sur la table s'il y en a qui veulent feuilleter. Le livre, c'était le résultat d'une recherche auprès de 150 entreprises suisses pour comprendre un peu quels étaient les enjeux marketing-vente, quelles étaient les grandes évolutions, un peu les grands défis. Et on a tout rassemblé dans un livre qui est assez structuré, donc ça plaît au côté ingénieur, sur qu'est-ce que c'est finalement ce marketing et cette vente B2B, comment ça se sépare, quelles sont les différentes pièces du puzzle. Donc le livre est là si jamais, je peux en laisser un ici pour un des collègues d'Innovo, mais sinon il y en a deux, trois que vous pouvez sans autre feuilleter. Il est aussi chez Payot normalement à Lausanne, et puis on le vend aussi en ligne. À côté de ça, dans notre suite au livre et suite à cette communauté des 150 dirigeants avec qui on a fait ce livre, on a commencé à monter une série d'événements. Et aujourd'hui, on continue à faire des événements, du coup, pour des sociétés de nouveau industrielles et technologiques et des gens qui sont impliqués dans un certain niveau de responsabilité autour du marketing et de la vente. On fait un événement online à peu près tous les mois et après on fait des événements physiques sur toute la Suisse. Donc ça va de Lausanne à Zurich. On est actif dans les deux, enfin on est actif dans l'entier de la Suisse aussi au niveau de nos clients. Voilà. Je passe cette slide. Donc, pour peut-être amener le go-to-market et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est peut-être pour parler de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour ces sociétés qui sont différentes des sociétés B2B, hein, qui sont dans des cycles de vente complexes, dans des ventes complexes, qui s'adressent à d'autres entreprises. Donc, la vente est beaucoup plus sophistiquée, on va dire, que dans le B2C. Et puis, ce qui a beaucoup évolué dans le marketing, c'est souvent le marketing digital. Dans le B2C, il y a plein de tactiques, il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais elles ne sont pas tout le temps, voire pas souvent adaptées à ce qui se fait aujourd'hui dans le B2B. Euh, donc ça, pour expliquer que finalement, le scénario classique qui ferait rêver de se dire on fait juste de la publicité en digital, quelqu'un voit quelque chose, il va donner son email, lire un truc, on va lui envoyer 5 emails à la suite, on va faire une petite séquence d'emails, après il va réserver un rendez-vous puis il va acheter. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans ce monde B2B complexe. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui finalement, pourquoi ça bouge et quelles sont les grosses nouvelles approches. Franchement, depuis 2 ans, je dirais, il y a quand même 2, 3 ans, il y a beaucoup de changements avec l'IA encore plus, sur des approches qui nous paraissent super intéressantes, qu'on implémente chez pas mal de clients, et qui viennent souvent dans le secteur industriel et technologique. Les sociétés, elles sont souvent drivées par la vente ou par les approches plus traditionnelles, de salons, de réseaux et de force de vente, plus que d'autres approches à ce niveau-là que je vais présenter aujourd'hui. J'ai une question. Oui, Est-ce que vous entendez les slides après? je partage volontiers les slides après. Savoir si je fais une Ouais, photo, c'est quelque chose qui m'intéresse ou si vous avez... non, alors, non, enfin, je sais pas si par où on passe, mais on peut trouver un moyen on n'a aucun souci à partager les slides. Et peut-être derrière là, la différence justement qu'on évoquait, avec plaisir, c'est peut-être que maintenant les gens en B2B, il y a quand même un côté d'autonomie qui est plus présent. Il y a forcément le digital, les sources d'information, elles ont beaucoup changé, peut-être par rapport à la manière plus traditionnelle. Il y a clairement pas mal d'outils où les gens vont harponner d'autres gens sur LinkedIn, etc., ou par email. Je pense que vous recevez des dizaines, voire centaines d'emails que vous lisez pas. Donc on a un peu toutes ces choses qui viennent fatiguer un peu les gens, qui se réfèrent aussi de plus en plus à leur pairs, à leur communauté. Et c'est intéressant parce qu'il y a
2 semaines, je crois, LinkedIn a annoncé qu'il lance officiellement une plateforme où on peut identifier tous les leaders d'opinion en fait, dans des sujets clés pour que les sociétés puissent collaborer avec des leaders d'opinion, justement dans les domaines techniques, etc. Ça se fait. Donc des sortes d'influenceurs, mais on va dire vraiment métier. Et LinkedIn vont dans cette direction. Il y a 2 semaines, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer ça dans la plateforme et que ça allait être plus présent, d'avoir vraiment des personnes et des leaders d'opinion qui peuvent porter le message des entreprises, etc., des partenariats. Donc voilà, ce que je disais aussi là-dedans, dans cette vente complexe en général, c'est un groupe qui va prendre une décision dans un gros client en B2B, c'est peut-être 5-10 personnes qui vont devoir se concerter et qui vont prendre la décision qu'il va falloir influencer, c'est pas juste une personne comme en B2C. Et puis de l'autre côté, on a forcément l'IA qui vient accélérer tout et aussi les mauvaises choses. Donc la saturation du contenu, de l'attention, elle est clairement aussi générée par là. De plus en plus d'outils pour faire un tas de choses différentes et j'en montrerai un petit aperçu de pas mal d'outils qui sont sortis, sachant qu'aujourd'hui on est à peu près sur 20-30 000 outils marketing possibles. Il y a beaucoup de vent là-dedans, il y a beaucoup de choses pas utiles, mais c'est pour donner un volume qui est monstrueux. Il y a quand même des nouveaux outils qui sortent maintenant qui sont intéressants, donc il y a quand même une veille par rapport à ça. Pas mal de data, et ce qu'on disait, des choses marketing digital peut-être qui marchent au début, qui marchent moins. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, un peu cette nouvelle approche par rapport à l'approche standard, des campagnes très figées, très statiques, les actions de communication, le fait de la prospection à froid, etc. Quelles sont un peu les autres choses aujourd'hui qui arrivent pour cette nouvelle approche. Et je vais donner deux tendances majeures que je vais donner avec des exemples et des outils. La première, c'est l'utilisation des signaux. Puis GTM, c'est l'acronyme de Go-to-Market, j'aurais pu l'écrire en plein. Donc, c'est la partie des signaux. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose à quelqu'un, ce que c'est en anglais le Signal Driven Go-to-Market. Je vais expliquer. Il y a des choses que vous savez forcément déjà, il n'y a pas que des choses révolutionnaires là-dedans. Mais pour donner un exemple sur l'idée de ces signaux, c'est que finalement, aujourd'hui, sur un marché, là où les sociétés, elles abordent peut-être le marché de manière statique, c'est-à-dire ça, c'est notre segment dans tel pays, à 300 sociétés, puis on va aller vers ces sociétés-là. Le fait d'aller avec les approches de signaux, c'est que finalement, on va regarder, observer, réfléchir et récolter de la donnée. C'est aussi pas mal de digital, mais ça peut aussi être très informel, ça peut être la force de vente, ça peut être juste votre réseau. Et on va avoir des choses au niveau des signaux, c'est-à-dire si une personne, elle change de poste, ça peut être une info qui est très importante, cette personne-là change de poste, elle arrive dans une nouvelle société, ça peut être une opportunité intéressante, ça peut être au niveau de l'entreprise, s'il y a des levées de fonds, s'il y a des fusions, s'il y a des mouvements sur le marché spécifique, s'il y a des concurrents qui bougent, c'est aussi des signaux aujourd'hui. Comme je dis, une partie est peut-être publique en termes de données, une partie ne l'est pas, mais c'est des choses qui pourraient être utilisées en termes un peu d'intelligence. Et puis en dernier, les signaux que vous auriez, que vous posséderiez, c'est finalement les signaux sur vos canaux. Quand vous savez que telle personne est affiliée ou est connectée avec vous et qu'elle va voir des pages très précises d'études de cas sur votre site et qu'elle a passé 3 heures la semaine passée, ce genre d'indication-là, en général, ça indique aussi des signaux qu'on peut exploiter. Et finalement, je vais montrer après en quoi ça, c'est utilisé pour les approches marketing et vente. Là, c'est juste un schéma pour illustrer un peu ça, c'est que finalement, quand on a ces différents signaux, fusion-acquisition, levée de fonds, changement de technologie chez une grande société, des annonces publiques, etc., c'est toutes des choses qu'on va pouvoir, entre guillemets, assembler et pouvoir se dire, voilà, dans cette société, ça a l'air de bouger, par la suite, il va y avoir des opportunités spécifiques. Et après, plus on avance, on va dire, dans le parcours du client, plus finalement, à partir de ces infos-là, s'il commence à aller sur des sites de concurrence, s'il commence à aller sur les médias spécialisés dans votre secteur, s'il commence à se renseigner, à être présent sur des événements, c'est encore une autre dimension, on va dire, de l'approche vers vous, jusqu'à l'approche finale. Dès que la personne, elle vous contacte directement, dès qu'elle commence à revenir sur votre site, c'est là où vous voyez un peu le parcours, et c'est des moments différents où on peut actionner peut-être différentes choses pour capitaliser là-dessus. Et l'idée par rapport à ça, c'est finalement des sociétés très très fortes, et je parlais avec une société, je donne un exemple qui était dans le recrutement, dans la tech. Eux, dès que justement ils voient des signaux très très forts de sociétés qui ont levé beaucoup de fonds ou qui vont recruter, etc., pour eux c'était les signaux clés, c'est comme ça qu'ils allaient sur le marché, c'était pas en allant prospecter les 400
les 1000 sociétés. C'était vraiment en suivant ces indicateurs de tendance, et ils avaient un taux de succès qui était très très fort et un taux de transformation. Et tout ça, une partie, ils le faisaient automatiquement. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui devait chercher à la main, etc. Ils avaient mis en place des outils qui allaient voir avec du LinkedIn, avec plein de choses en fait aujourd'hui qu'on a. Et ils utilisaient cette info. Puis, justement, cette notion de savoir quand une société commence à être de plus en plus proche de concrétiser, de vouloir acheter, d'avoir de l'intérêt, finalement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser par les équipes de business development, c'est-à-dire arriver au bon moment, comme par hasard chez le client quand il y a vraiment un sujet qui commence à être chaud. Avec ce qu'on a vu, on pourrait aussi savoir, suivant comment c'est architecturé, on pourrait savoir le genre de sujet qui les intéresse, puis je montrerai un exemple après. Donc ça veut dire, justement, quelqu'un dans le business development arrive au bon moment, vers la bonne personne, en parlant du sujet qui est intéressant pour eux en ce moment-là, donc ça c'est hyper fort. Et puis, la partie marketing communication, elle peut aussi utiliser ces infos pour à ce moment-là activer des actions spécifiques, des communications spécifiques qui vont utiliser ces infos et comme par hasard qui vont résonner beaucoup plus fort que d'arroser tout le marché et de dépenser énormément sur les canaux à communiquer à tout le monde. Là, je vous donne un exemple concret d'un outil. C'est une interface. Du coup, ici, vous auriez une vision, vous sauriez quelles sont les sociétés que vous avez commencé à toucher et selon les sociétés, selon les actions que vous avez mis en place, à quel niveau de maturité a l'air de situer la société. Donc, est-ce qu'elle est juste à un niveau très haut que juste elle a entendu votre nom, elle a l'air de connaître votre société, jusqu'à des niveaux où elle est beaucoup plus loin dans son parcours et elle est en train de vous considérer. Ça peut être paramétré de plein de manières différentes. Qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressée, ou etc. C'est du scoring et c'est des choses à mettre en place selon, on dit, mais votre situation ou votre société. Mais c'est pour donner un exemple, dans le B2B, etc., on arrive après à des choses comme ça, où on sait vraiment une société, et pas juste des individus, la société dans son ensemble, est-ce qu'elle commence à interagir, est-ce qu'elle commence à avoir l'intérêt, etc. Et dans cette colonne-là, on a le mot intent, donc l'intention, où là, on va savoir par rapport à quel type de sujet qui vous concerne, ou qui concerne votre domaine d'expertise, sur quel type de sujet elle a l'air de crocher. Et dans l'exemple ici, on voit que par exemple, il y a l'histoire d'un changement de concurrent. Donc ce serait l'exemple d'une société qui est peut-être en train de comparer, qui risque de partir de son prestataire actuel pour aller vers un nouveau, et donc qui s'intéresse à des contenus qui comparent quel genre de prestataire je pourrais choisir. Et à ce moment-là, on sait que la société elle est déjà assez loin dans sa réflexion, puis elle n'est pas en amont, ou elle ne sait même pas trop ce qu'elle devrait faire, etc. Donc voilà, c'est un peu l'exemple de ça qui peut être après utilisé, vente, marketing, etc. Et une autre vision. Après, il y a des outils... Oui, oui. Je sais pas si tu vas poser ça plus tard, mais comment tu captes tout ceci? Pour arriver à ça, Ouais. c'est quoi la donnée source? Est-ce que c'est le trafic web? Enfin, Ouais, alors c'est l'agrégation, et ça va de données de tierce partie. Je montrerai après un outil qui fait ça. Donc tierce partie, des données qui viennent de providers qui vous donnent cette donnée, jusqu'à ce qu'on appelle du second party data, donc tout ce qui peut être vos plateformes, réseaux, etc., qui ne vous appartiennent pas directement, mais où vous avez des comptes, où vous pouvez relever de l'information, jusqu'à toutes vos données first party data, qui pourraient même combiner le fait de savoir qu'un client est venu à une foire, et que c'est enregistré physiquement, vous l'avez vu, ou que une personne du business development a eu une discussion et elle renseigne l'info qu'ils en sont bien à ce stade-là, etc. Et c'est l'idée de combiner, il y a des choses très automatiques, des choses moins. Et puis il y a des domaines aussi, des secteurs où on a des providers beaucoup plus puissants qui peuvent nous donner de la donnée sur le marché et d'autres un peu moins. Mais c'est bien la combinaison un peu de tout ça. Et typiquement, si vous êtes dans un domaine où il n'y a pas de provider qui vous donne la data comme ça, qui est capable de vous dire sur tel marché, cybersécurité au UK, voilà des sociétés qui sont activement en recherche, il y a d'autres techniques pour vous-même, via des campagnes et via d'autres canaux, aller sur un marché avec des messages, des approches et voir quelles sont les sociétés qui réagissent et donc générer ce intent data, comme on appelle vous-même, sans source. Donc là, je donnais juste un exemple. Ça, c'est des outils qui sont un peu répandus, mais c'est l'exemple pour le site d'une société. On peut savoir quelle société est venue à partir du trafic anonyme, se rendre compte telle société est venue visiter notre site et ils sont allés voir ça, ils sont revenus combien de fois, par quel canal ils sont arrivés de base, qu'est-ce qu'ils sont de nouveau allés chercher.
Et ça, c'est des infos parfois hyper importantes, soit pour les équipes qu'elles fassent le lien entre leurs efforts et de savoir si après le client, il va aussi de son côté chercher, et combien de personnes dans telle entreprise sont venues visiter le site. Est-ce qu'il y a eu 5 personnes ici, on aurait l'exemple avec ING, par exemple, qui est une banque. Donc ça, c'est des infos qui peuvent être assez intéressantes, où on découvre aussi des sociétés qu'on n'a jamais pensées, mais qui viennent en fait à multiples reprises et qui seraient des clients potentiels intéressants, et donc qui pourraient être intéressants de réfléchir à comment les approcher ou comment activer quelque chose. Et puis ça, c'est justement les plateformes de intent data, ce que je disais avant, hein, ces fournisseurs de données. Il y en a plusieurs, il y a différentes techniques, technologies, voilà, ça bouge pas mal aussi les outils là-dedans. Et là, ce serait un exemple d'une société qui est dans l'informatique, qui bosse dans le workflow automation, c'est un exemple, et qui va demander, voilà, sur tel marché, je disais Royaume-Uni, c'est un exemple, dis-moi les sociétés qui ont un intent score high, donc qui montrent beaucoup d'intention envers ce sujet-là, et puis qui ont l'air en train de chercher des solutions dans workflow automation. Et après, c'est des outils comme ça qui vous sortent directement la liste. Là, il y a les contacts même, mais c'est de la liste des sociétés qu'il pourrait y avoir. Et comme je disais, selon des secteurs des fois trop niches, c'est possible qu'ils aient moins de data et que ça marche pas bien. Il y a des secteurs où ça marche extrêmement bien, donc c'est très puissant comme information parce que finalement c'est de l'intelligence de marché que vous achetez directement. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de comment ces systèmes-là peuvent fonctionner. Puis après, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on exploite cette donnée. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'il y a ces sociétés qui sont sur le marché et qui ont de l'intérêt? Comment on va les activer? Comment on va les approcher à ce niveau-là? Et je disais, donc aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle le Martech Graph, si je dis pas de bêtises, le Martech Map. Et là, vous pouvez retrouver, il s'amuse à répertorier les 20-30 000 outils qui existent par catégorie, etc. C'est un truc qu'on perd un peu la tête. Nous, on fait un petit tour avec mon équipe quand même tous les 6 mois parce que c'est en train de bouger, etc. Après, on suit aussi pas mal de personnes et de gens influents, donc on arrive à sentir les outils qui sont des purs gadgets et qui vont disparaître, des nouveaux outils qui prennent de la place. Mais c'est vrai que franchement, en quelques années, il y a quand même des nouvelles catégories d'outils utiles qui sont apparues pour le B2B, etc. D'enrichissement de données, d'outreach, enfin, il y a vraiment plein d'outils spécifiques dans ce monde-là. Un petit exemple que je trouve intéressant, il y a pas mal de sociétés où LinkedIn prend une place prépondérante pour la force de vente. En termes de discussion, c'est email, LinkedIn, et ça part un peu dans tous les sens. On sait tous que la force de vente, ils adorent en général renseigner, tout organiser dans le CRM et passer 20 heures d'admin à tout remplir. Non, c'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse. Et là, on est sur des outils aujourd'hui qui existent. Nous, on en a mis en place qui permettent de centraliser tous les canaux, email, LinkedIn, même WhatsApp, et d'autres canaux de communication. En fait, vous pouvez suivre toutes vos discussions à un seul endroit, le stade, les next steps, etc. Et c'est plus à vous d'aller renseigner dans un CRM, il s'est passé ça, lui m'a dit ça. L'outil suit, et puis après, vous pouvez avoir directement le résumé, etc. Donc, des exemples de nouveautés qui viennent d'arriver, qui sont assez fraîches. Et nous, ça doit faire 6-8 mois qu'on a pu installer ce genre d'outils. Donc, ça demande un peu du job d'explorer des outils, de se planter, de savoir comment ils fonctionnent. Ces outils évoluent hyper vite aussi aujourd'hui, donc il faut un peu s'adapter. Mais c'est pour donner un petit exemple de choses intéressantes. Là, c'est un autre exemple d'un outil aussi qui change l'approche des sites web. Là où aujourd'hui, un site web, on sait tout ce que c'est, comment ça marche, mais en général, vous devez définir, voilà, notre site, on va raconter ça comme ça, on dit ça, et ci et ça. Là, c'est une toute nouvelle génération de sites qui arrive et qui en fait comprend la personne qui arrive sur le site, quel type de profil c'est, soit parce qu'elle est connectée, soit parce qu'elle l'a indiqué, et qui en fait adapte totalement le discours. Si vous travaillez pour 10 secteurs différents, voilà, la personne arrive, elle est dans tel secteur, on parle plus que de ce secteur, d'études de cas qui ressemblent. Et là, c'est assez impressionnant, la capacité, avec les LLM, à pouvoir répondre à une base de questions, etc. Et c'est des outils qui arrivent tout seuls à tester plein de combinaisons et qui arrivent à informer finalement, voilà les sujets d'intérêt, voilà ce qui ressort le plus. Et en fait, vous leur donnez plutôt votre matière un peu brute et tout ce que vous pourriez dire. Et l'outil lui-même, il définit en testant des trucs. Et je trouve que ça retourne un peu la tête. Je sais pas, c'est tellement un autre paradigme, en fait. C'est tellement une autre manière de penser, alors que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on pensait les choses d'une certaine manière, que c'est assez impressionnant. En fait, il analyse le site internet de l'entreprise, c'est ça? Cet outil-là génère une homepage dynamique. Comment c'est? Hmm? Comment c'est?
qui analysent donc le turnover des utilisateurs même. Exactement. Vous donnez toutes les infos, voilà, ça c'est ma boîte, voilà tout ce qu'on fait, etc. Et cet outil réfléchit, et dès que quelqu'un arrive, il dit, ah, voilà, c'est tel profil plutôt dans tel secteur, s'il le sait, et il construit un discours pour cette personne-là, en prenant en compte son rôle, son industrie, tout. Et en fait, du coup, vous n'avez plus besoin de décider c'est quoi mon site, comment je présente le truc, vous dites un peu tout ce que vous faites, et c'est cet outil qui réfléchit, qui va tester beaucoup de choses, qui va interagir avec les utilisateurs, qui va définir qu'est-ce qui est pertinent. Ouais. Ça, c'est aussi des trucs, c'est tout nouveau, quoi. Il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer, et nous, on doit passer, on le voit dans notre métier, on doit passer un peu plus de temps maintenant, vraiment de veille pure, et de prendre le temps de contacter des outils, de faire le rendez-vous avec eux, de faire la démo. Est-ce que c'est du fluff ou est-ce que c'est un vrai outil qui va être utile? Enfin, toutes ces choses-là, c'est quand même du boulot. Donc, la moralité de cette histoire, c'est qu'il y a énormément d'outils. On disait 20, 30 000. Et on voit souvent des boîtes ou des gens qui bricolent ou qui sont un peu débutants, qui savent même pas de base où ils veulent aller ou quelle est vraiment la stratégie, qui vont plugger 10 outils différents IA qui partent dans tous les sens. Résultat, ça finit plutôt comme ça. Sachant en plus que dans les secteurs B2B, la partie données, confidentialité, elle peut être quand même très critique, mais aussi juste la partie réputation, votre propre réputation. Parce que quand vous mettez un outil en place qui est capable d'aller communiquer, qui pourrait même envoyer des messages à gauche, à droite, ou faire des choses à votre insu, dès que ça part un peu en vrille, ça peut vraiment partir fort. Et on dit que voilà, ces outils nous permettent d'aller beaucoup plus vite, mais si on est dans la mauvaise direction, on va aussi aller beaucoup plus vite et créer beaucoup plus de choses dans la mauvaise direction. Donc c'est juste un petit truc. Mais c'est pas évident, et même nous, c'est la première fois qu'on a cette impression que ça bouge autant et aussi vite, et qu'on doit vraiment se tenir hyper à jour, et qu'on doit réfléchir sur quoi on s'investit, qu'est-ce qui va durer, qu'est-ce qui va pas durer, etc. Donc, tout ça pour dire, c'était vraiment la partie sur les signaux, ces nouveaux outils d'IA, comment ils pourraient être utilisés. Alors, je sais pas si pour vous, il y avait assez d'exemples concrets. Après, on peut parler d'autres choses, ou on peut mentionner d'autres exemples, mais c'est pour donner un petit aperçu de ça. Le deuxième grand changement qu'on voit et qu'on mentionnait, c'est qu'on est passé de ce go-to-market qui, souvent dans les industries traditionnelles et technologiques, était très drivé par la vente, et le marketing avait plus un rôle un peu digital, un peu plus de com, à aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup plus orchestré dans certaines grandes sociétés, où c'est vraiment, souvent même ça devient un département marketing-vente ensemble, qui des fois s'appelle Revenue, il y a des Chief Revenue Officers, etc. C'est pour dire un peu même le changement organisationnel qui s'opère là-dedans. Et puis, on est passé de la logique de je veux un lead, je veux un prospect, et on se concentre là-dessus, c'est un peu ce qu'on a hérité du marketing digital, à une logique de je dois acquérir un compte, un grand compte, et ce grand compte, oui, j'aurai certes peut-être un champion, une première personne de contact, mais derrière, ça va être, je dis, 3, 4, 5, 10 personnes qu'il va falloir encadrer, qui vont mettre un an à prendre une décision, etc. Et comment, du coup, l'approche, elle change, comment on s'adresse à un compte et plus juste à un individu. Et c'est ce qu'on va voir là. C'est un petit schéma que j'ai trouvé sur LinkedIn, qui disait, voilà, au tout début, on faisait de l'outbound, donc c'est la force de vente, la prospection, on sort, on va chercher les clients. Après, il y a eu la révolution d'Internet avec l'inbound, on écrit des trucs intéressants, et en fait, c'est les clients qui viennent à nous parce qu'ils sont intéressés, puis on leur donne de la valeur dans l'information. Après, il y a eu le nearbound. Personnellement, j'en ai jamais entendu parler, mais apparemment, ça a été une tendance. J'ai même pas été chercher ce que c'était, c'est un mot un peu marketing. Ouais, c'est d'utiliser des partenaires, someone connects you, voilà. C'est d'utiliser un troisième parti. Exactement, une révolution, je pense. Non, mais ça a été nommé, voilà, ça a son propre terme. Puis aujourd'hui, on dit on est plutôt dans cette logique all-bound. Ça veut dire que c'est pour ça que je dis c'est une équipe souvent ensemble, marketing, vente, qui vont bosser ensemble et qui vont avoir des approches coordonnées ensemble pour faire ça. Et c'est ce que je vais expliquer un tout petit peu après. Et juste pour donner une petite info, dans la logique all-bound, ce qui change aussi, c'est que du coup, on n'a plus ces silos où c'est marketing, fait de la communication, génère un lead, et puis jette ça à la vente, et puis après s'en occupe plus. Puis après, la vente récupère ça, puis elle fait son boulot. Et puis souvent, ce qui se passe, surtout dans du B2B assez complexe, elle récupère des leads qui n'ont aucune valeur, ou qui ne sont pas du tout qualifiés, ou duquel elle ne peut rien faire. Donc au final, après, elle jette beaucoup de leads du marketing à la poubelle, elle finit par bosser de son côté. C'est ce qu'on voudrait éviter. Justement, aujourd'hui, les deux équipes qui doivent fonctionner tout seuls, et puis qui doivent synchroniser les efforts et approcher, parce que le marketing, quand il occupe une place qui va plus loin que juste la traditionnelle communication, peut apporter beaucoup d'infos
à la vente, peut apporter beaucoup d'armes et beaucoup d'approches aussi qui vont permettre à la vente de réussir, en guillemets, leur boulot. Donc voilà, cette logique, passer de leads à compte. Et puis, il y a un terme qui est sorti qui s'appelle account-based marketing. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le mot marketing à la fin, parce que ce n'est pas du marketing, mais c'est le mot, on va dire, international auquel les gens se réfèrent quand on parle de cette approche de marketing-vente qui travaillent ensemble pour aller chercher des comptes. Et ce que là, ça dit en quelques mots, hein, tout simplement, c'est que c'est une approche où c'est pas juste une campagne, où c'est pas juste un truc one-shot pour acquérir un gros client, hein, ça on comprend, c'est plutôt des programmes, en guillemets, d'engagement. Et puis ici, ce que ça nous dit, c'est que finalement, marketing et vente bossent ensemble pour identifier les comptes. On a vu tout ce que j'ai présenté sur les signaux, etc. C'est aussi une des pistes d'utiliser cette technologie ou ces techniques dans même le choix des comptes. Et donc, c'est un autre job en soi que de juste lister, on va dire, des marchés ou des secteurs et faire des listings sans fin d'entreprises. Et puis, ils bossent ensemble pour identifier, mais aussi pour engager, pour vendre et après pour grandir les comptes. Parce que ça, c'est souvent un énorme enjeu dans les grandes sociétés. Finalement, quand on arrive à accéder en B2B à une autre grande société, ou etc., il y a un premier contrat, mais parfois c'est juste le premier step, et pour la suite, soit on laisse les key account managers ou les gens qui sont en relation client faire un peu naturellement, soit il y a quand même des sociétés qui développent des systématiques, on va dire, des réflexes et des process pour s'assurer qu'une fois qu'on rentre dans un compte, on maximise les chances de pouvoir s'y développer, qui est un enjeu. Donc ça, voilà, l'ABM, ça reprend cette idée. Et donc, en résumé, ces 4 objectifs, c'est-à-dire des nouveaux clients, de l'expansion dans les clients, le pipeline acceleration, qui est un point assez important, de nouveau, dans des deals complexes. Si aujourd'hui, vous mettez 12 mois, mais qu'il y a peut-être des moyens d'avoir un peu plus d'influence et de mettre 9 mois au lieu de 12, parce que vous activez les bons leviers, parce que vous ne laissez pas votre champion tout seul essayer de faire toute la vente interne, etc. Là, il y a peut-être des choses qui peuvent être très intéressantes pour des sociétés. Et puis tout ce qui va être juste renouvellement classique aussi, ça fait du sens. Donc c'est un peu ces buts-là qu'on travaille dans cette logique ABM. Pour donner des exemples, donc il y a plein de grosses sociétés qui essayent de le mettre en place. Il y a des bouquins qui existent sur l'ABM, vous pouvez demander à ChatGPT ce que c'est l'ABM. Dans certains concepts, ça a l'air très simple. Il y a des sociétés qui l'implémentent de manière très superficielle parce qu'il y a des réponses faciles, on peut se dire j'en fais. Dans la réalité, et nous, ça fait beaucoup d'années qu'on est là-dedans, c'est assez complexe. C'est assez lourd en termes de méthodologie d'aligner marketing et vente ensemble, d'avoir des processus communs et de faire toutes les démarches et de le faire à un niveau sophistiqué, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils disent les sociétés, elles démontrent que ça les aide à gagner plus, etc. Enfin, il y a plein de bénéfices différents, mais que dans la réalité, il y a peut-être que 20% des gens qui se lancent dans des programmes ABM, qui souvent est vu comme une révolution. C'est souvent le truc qui excite n'importe qui dans le marketing ou dans la vente. On arrive, on a une nouvelle idée, une nouvelle approche qui apporte beaucoup plus de résultats, ça va être génial. Et dans la réalité, ça peut s'essouffler très vite et c'est assez compliqué à mettre en place et souvent ça finit mal et les gens diront l'ABM ne fonctionne pas, je passe à prochain mot à la mode à tester dans ma boîte. Ah bah, Et ce qu'on cherche, voilà, c'est d'avoir un pipeline de plus haute qualité, parce qu'on est dans une approche beaucoup plus qualitative que d'aller chercher beaucoup trop de cibles différentes, d'avoir un meilleur taux de conversion parce que on est beaucoup plus focus, d'avoir des cycles de vente, comme je disais, qui sont plus prédictifs, plus rapides, parce qu'on a pensé à pas mal d'éléments là-dedans, la pénétration des comptes. Et puis, un point intéressant avec ces approches ABM, et je donnerai un exemple après, c'est qu'on arrive à mieux comprendre le marché. Quand on se fixe sur moins de comptes différents avec les nouveaux outils qu'on possède aujourd'hui, etc., on arrive à beaucoup mieux comprendre le marché. Et parfois, les exemples de défis que l'ABM peut venir supporter, par exemple, c'est un client qui va se dire, voilà, nous aujourd'hui, on a cette technologie, on a ces marchés qui fonctionnent bien, on veut s'étendre, on veut aller vers... mais en fait, on a plein de possibilités géographiques et segmentaires, etc. Donc il y a plusieurs options. Soit vous envoyez la force de vente un peu partout au front, et puis ils vous raconteront ce qui se passe sur le terrain, etc., s'ils arrivent à rentrer. Soit l'approche de l'ABM, quand c'est drivé aussi par ces 2 équipes marketing et vente, on arrive à mettre en place des programmes ABM pour aller titiller, on va dire, différents marchés, différents comptes qu'on aurait ciblés un peu, etc. Et c'est un peu l'éclaireur de la force de vente. C'est ce qu'on peut envoyer en amont, qui est beaucoup plus soft, comme approche, qui peut être combiné aussi à du vrai contact,
pour aller toucher des sociétés avec des messages, différents types de profils, très directs ou de manière très indirecte, via différents canaux. Et là, on arrive à se dire, pour des clients, ils se disent plus, en fait, on va aller là-bas, c'est ça notre stratégie. Ils viennent plutôt avec la question de se dire, OK, on a 4 options. Est-ce qu'avec l'ABM, vous pouvez nous aider à cibler ces 4 options et à nous dire quel est le retour du marché, quel est le marché qui a l'air plus facile à pénétrer, où les gens démontrent un beaucoup plus fort intérêt que d'autres. Et c'est souvent le cas pour des sociétés technologiques et autres qui ont des cas d'application peut-être historiques et puis qui ne savent pas vers où ils vont devoir se développer par la suite. L'ABM, alors si vous tapez sur Google, etc., il y a plein d'articles 2026 parce que c'est le nouveau mot hyper à la mode qui excite plein de monde. J'ai parlé à un consultant à Londres et il m'a dit « Ah, tu sais que moi je faisais de l'ABM en 1980 chez IBM. » Moi, je n'étais pas né. Ça s'appelait déjà... historiquement, c'est aussi ce qui est vu comme le Key Account Management. Même si le Key Account Management, c'est plutôt de l'expérience client, c'est plutôt une fois que le client est là. C'était quand même cette logique, même pour IBM dans ces années-là, de mettre beaucoup plus de moyens sur des comptes très précis qui rapportaient beaucoup plus d'argent. Et c'est-à-dire personnaliser beaucoup plus les approches et au niveau marketing et au niveau vente auprès de ces comptes. Et autant c'est pas nouveau, du coup ça existe depuis les années 1980, autant au niveau des outils qui sont développés, de l'IA, de plein de choses, ça a démocratisé des choses, ça a amplifié certaines choses, et c'est pour ça que c'est une notion qui est vraiment beaucoup revenue sur la table dès fin 2024, etc. Parce qu'aujourd'hui on a des choses qui n'étaient pas possibles il y a 2-3 ans en termes de ciblage des comptes. Toute la logique des signaux, elle existait de manière traditionnelle. On savait, on entendait même un bruit de couloir qu'une boîte allait engager beaucoup de monde, c'était un signal. Sauf qu'aujourd'hui, on peut créer un système autour de ça et quelque chose de beaucoup plus digitalisé. De pouvoir comprendre aussi qui sont au sein des comptes, les bons contacts, etc. Avant, pareil, soit on avait de l'info informelle, on savait des choses, sinon on ne savait pas. Aujourd'hui, on a d'autres outils par rapport à ça. On est capable, dans l'approche, de cibler différentes personnes au sein d'une même société, mais avec des messages différents, que ce soit en pur présentiel ou que ce soit complètement en digital ou via d'autres canaux. Et un des gros points, c'était la personnalisation. À l'époque, il n'y avait pas d'IA. Donc s'il fallait tout personnaliser, des centaines de pages techniques de contenu pour une industrie précise, voire même pour un client précis et même pour son rôle, ça demandait des ressources hyper colossales, d'où le fait que c'était des grandes sociétés comme IBM, etc., qui avaient bien sûr les moyens de se payer des gens à temps plein qui faisaient juste de l'adaptation de contenu et qui réfléchissaient à ça. Mais aujourd'hui, on peut personnaliser à l'échelle, on peut même personnaliser de manière dynamique sans même savoir quel est l'output, mais en mettant plein de variables de manière dynamique et en ayant des choses qui sortent. Donc il y a quand même des choses qui ont beaucoup évolué. Et puis derrière ça, on a tout cet aspect de scoring ou de mieux comprendre un compte, est-ce qu'il est engagé, où est-ce qu'il en est, etc. Et du coup, on arrive beaucoup mieux à savoir quelles sont les sociétés qui sont actives ou qui sont enclins à quelque chose, enclins à travailler avec nous. Et du coup, la force de vente, elle peut juste se concentrer beaucoup mieux que sur les comptes qui sont les plus porteurs, plutôt que d'aller vers tous les comptes. Et il y a plein d'endroits où c'est fermé. Enfin, vous ne pouvez pas bousculer une société en B2B, même si vous avez des bons arguments. Et donc, ça aide aussi la force de vente. Donc, en 2 mots, même s'il y avait 2 grands shifts dans ma présentation, ça c'est un peu les 3 peut-être à retenir. C'est toute cette question d'intent et de signaux, qui est quand même une nouvelle logique d'aller sur le marché plus dynamique et différente. Les nouveaux outils l'IA, là, il y a aussi beaucoup de choses qui viennent appuyer les signaux, mais aussi l'ABM. On retrouve plein de choses différentes. Et puis en dernier, cet effort collectif où marketing et vente peuvent bosser ensemble, peuvent avoir des outils ensemble et vont coordonner des efforts sur le long terme pour gagner des comptes de manière beaucoup plus ciblée. Ça, c'est aussi une approche qui est assez importante, qui va même jusqu'à ce que, comme je disais, que le client devienne client et l'étendre ou le renouveler, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est quoi? Go-to-market. C'est l'acronyme de go-to-market. Ouais. Et c'est juste plus court et du coup c'est plus joli sur les slides que ce soit pas écrit partout go-to-market. Mais en soi c'est un peu une abréviation. Puis je voulais mentionner peut-être des cas typiques de PME industrielles ou des défis, peut-être parce qu'on est là pour ça ce soir. Ce qu'on voit dans certains défis, c'est l'acquisition et la gestion des distributeurs. Ça, c'est souvent un gros sujet parce qu'il y a plein de sociétés qui se développent sur plein de marchés de manière indirecte. Ils ont une force locale ou ils ont
quelque chose sur leur propre marché, mais ils vont s'étendre sur d'autres continents, etc., via des distributeurs. Et puis là, les logiques d'ABM, etc., c'est des logiques qui peuvent être bossées conjointement avec la marketing et vente, mais aussi marketing, vente et le distributeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, une société, plutôt que de tout laisser le pouvoir au distributeur et dire bah, débrouille-toi sur ton marché, fais comme tu peux, bah, vu qu'il y a ces nouvelles approches, il y a ces nouveaux outils, certaines sociétés elles peuvent regagner en contrôle en mettant en place ça sur le marché et en faisant ça en partenariat, on va dire, avec le distributeur, et du coup en ayant ces approches plus ciblées, des outils derrière, de la donnée, et peut-être aussi récolter plus d'infos directes que de tout laisser via le distributeur. Et je pense qu'il y a des distributeurs qui fonctionnent à merveille, mais pour avoir bossé avec pas mal de sociétés, il y a aussi beaucoup de distributeurs où ça se signe très vite, mais derrière, il ne se passe rien sur le marché pendant des années, enfin où c'est pas du tout dynamique, etc. Et parfois, l'ABM ou certains programmes, quand la société elle vient co-investir avec le distributeur, c'est aussi un facteur de motivation et quelque part un peu d'encadrement et de dynamiser la relation qu'il y a. Donc ça, c'en est un petit qui m'est venu en tête. Je parlais avant de l'exemple de la recherche de nouveaux marchés. C'est un cas de figure assez typique pour les sociétés très industrielles et très techniques qui ont des applications concrètes et puis qui veulent aller explorer un peu de nouveaux horizons. Donc il y a ces manières plus structurées et plus dynamiques et plus, comme on disait, d'éclaireurs, d'aller intelligemment sonder le marché plutôt que d'envoyer la force de vente qui va peut-être se prendre un mur pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Et puis, l'ABM, c'est un truc qui est très très large dans ses applications, dans ses processus. Enfin, ça peut s'appliquer à plein de choses particulières. Qui est aussi un exemple qui revient fréquemment dans les sociétés industrielles, c'est quand on participe à un salon. Chaque société a sa manière d'y participer. Souvent, c'est très soigné, les stands, etc. Mais il y a aussi toute une logique de choses qui peuvent être implémentées pour travailler sur le avant le salon. Comment même avant d'aller au salon, on sait déjà les comptes qui seront là, on a déjà trouvé des bons contacts, on a peut-être déjà sondé de l'intérêt ou des sujets, etc. pour capitaliser dessus. Donc l'avant, il peut être très très important comme sujet. Le pendant, bah, voilà, c'est présent sur l'événement, mais peut-être déjà avoir des infos de telle société a plutôt ça comme intérêt, donc on sait que c'est elle qu'on doit essayer de rencontrer, et si on la rencontre, on va plutôt parler de ça. Puis toute une réflexion sur, une fois qu'ils viennent finalement, qu'est-ce qui se passe aussi après, quel est le fil rouge, qu'est-ce qu'on partage, comment on suit, comment on active peut-être de l'ABM justement. On a parlé à une personne, on a une chouette conversation, c'est peut-être notre futur champion, comment on peut mettre en place un programme d'ABM pour suivre ce champion et aller aussi influencer le reste du compte. Voilà, c'est plein de petites choses qui me sont venues en tête et je trouve qu'ils reviennent très fréquemment dans les sociétés industrielles. Donc je crois que c'est tout. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Et puis, voilà, si vous voulez plus d'infos, etc., ben, nous, on a des contenus, là, c'était court, et j'espère que j'ai pas fait trop long, qu'il fait pas trop chaud, mais c'est court, il y a plein de choses à dire. Nous, on a enregistré un tas de contenus, on a parlé avec pas mal de dirigeants, on a enregistré des webinaires, donc on a de la matière à partager si ça vous intéresse. On avait évoqué l'idée avec Innovo, potentiellement en septembre, de faire une session peut-être un peu plus approfondie et un peu plus de travail collective. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est une piste qu'on garde en tête, on n'est pas sûr encore. Et puis voilà, puis en dernier, bah, s'il y a des gens qui sont dans la direction d'entreprises B2B, technologiques et techniques, il y a aussi notre communauté où on fait ces événements et on connecte pas mal de leaders dans le B2B à ce niveau-là. Donc je vous remercie beaucoup pour l'écoute, j'espère que c'était pas très bruyant et j'espère que c'est pas la chaleur qui a juste assommé et puis que c'était hyper ennuyeux. Mais en tout cas, bah, on est là maintenant à dispo pour échanger, pour discuter aussi si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci beaucoup.